expérience, c'est qu'à la faculté d'éducation permanente, ça nous a permis justement d'accéder à faire ces crédits-là pour passer les examens de l'école du barreau et la formation continue et intensive. Sauf qu'à un moment donné, je remarquais qu'il n'y a pas vraiment de lien de coordination entre l'école du barreau et la faculté d'éducation permanente. Je vous donne un exemple extrême. Un étudiant qui commence sa formation l'hiver à l'école du barreau, il va passer un examen, admettons, le 17 janvier 2013. Ses résultats à la faculté d'éducation permanente ne sont pas encore sortis jusqu'à l'après-midi du 16 janvier. Fait que là, lui, il prépare, mais il n'est pas certain est-ce qu'il va passer son examen le lendemain au matin ou non, parce qu'il n'est pas encore admissible théoriquement. Voilà, ça fait super chaud. C'était pas mon cas à moi, là, mais honnêtement, j'étais très solidaire avec ces gens-là par mon poste de présidente à l'association de l'école du barreau. C'est sûr que moi, personnellement, et mes collègues, on apprécie beaucoup le fait qu'il y a un responsable du programme de droit à la faculté d'éducation permanente qui s'occupe de ce type de clientèle, qui va les rencontrer un à un pour dessiner les cheminements. Et là encore, la problématique n'est pas complètement résolue parce que dans notre cheminement, on a des crédits à faire dans des cours obligatoires et des cours facultatifs ou ce qu'on appelle optionnels. Mais il y a des cours obligatoires qui ne sont pas donnés à la faculté d'éducation permanente, ils sont donnés seulement à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Fait qu'il va falloir passer par ce programme contingenté quand même. Et ce n'était pas évident. Il a fallu se battre pour avoir une place, pour terminer à temps. Il y en a même des gens qui ont à un moment donné risqué de perdre une année entière parce qu'il leur restait seulement un cours. Et ce cours-là, c'est obligatoire. Il s'ouvre juste une fois par année. Et s'il ne le termine pas, il ne peut pas s'asseoir sur les bancs de l'école du barreau. Il va falloir qu'il attende l'année prochaine pour un cours. En attendant, cette personne-là, elle est financée, entre autres par son travail. Dans mon cas, moi, je travaillais à fur et à mesure. Dieu merci, je n'ai pas des enfants, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'engagement comme mes collègues. Parce que la plupart du temps, ces gens-là viennent de leur pays, viennent de tous les pays comme l'Afrique, l'Europe. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ils doivent quand même faire un effort. Ce que je trouve dommage, c'est que ces gens-là, ils ont déjà, par exemple, je parle de mon cas à moi, les gens qui font du droit, ils ont été déjà, la plupart, des avocats, des doctorants, des juges. Et ils ont toujours choisi de terminer dans le même domaine leurs études de leur carrière. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont déterminés. Ça veut dire qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire que ce choix-là, il est vraiment final. Mais malheureusement, en cours de chemin, il y a la problématique de l'aide financière et je rejoins là-dessus mon collègue qu'il n'y a pas de bourse pour les gens qui veulent faire des cours à temps partiel. S'ils veulent faire ça à temps plein pour avoir prêt et bourse, ça veut dire que c'est qui va travailler dans la maison, comment on va gérer ça, parce qu'il y a des familles carrément qui viennent que elle et lui, ils doivent faire l'équivalence. Moi, je connais des couples, ils sont médecins et avocats, ils doivent refaire tout ça. En attendant, ces gens-là, ou bien ils ne sont pas actifs sur le marché du travail parce qu'il n'y a pas une bonne reconnaissance de diplôme, ou bien ils vont vraiment couper dans leurs heures avec le conjoint, avec la famille, avec la vie sociale carrément et culturelle. Moi, j'appelle pas ça quelqu'un d'intégré, quelqu'un qui travaille, il court tout le temps, il va juste à l'école, c'est pas vraiment une vie. C'est pas ça qu'on veut par une intégration, là. C'est pas juste un diplôme qu'on va coller dans le mur. En même temps, ces gens-là, ils ont besoin quand même de le faire parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et pendant ces années-là, parce que l'équivalent, ça va prendre minimum une année, maximum 2 ans, ils sont en train de se financer quelque part par l'aide financière, mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que c'est tellement éprouvant, exigeant, et la concurrence, elle est ardue dans le domaine juridique, qu'ils vont vraiment lâcher à un moment donné.
et que cet argent-là qu'ils ont pris risque de ne pas être payé à temps. Moi, j'appelle ça du gaspillage du fonds public. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, et on ne peut pas mener des études ni une vie sans argent. Malheureusement, on en parle tout le temps, là, ces derniers temps, le problème de financement, de l'accessibilité. Moi, je trouve ça comme un peu limite, là, la théorie pure et dure de séparer carrément le volet financier et l'accessibilité, parce que sans argent, on ne peut pas accéder à l'université. Même si on y accède, on ne va pas continuer. Et c'est quoi l'intérêt finalement? Mais bon, moi je suis optimiste. Moi finalement, j'ai réussi à terminer mon équivalence correctement, avec des difficultés quelque part, bien évidemment, pour l'ouverture des places, des cours et tout dans la faculté de droit. Et la coordination, il y a un manque de coordination entre la faculté d'éducation permanente. Moi je parle seulement de certificat de droit, parce que maintenant, à ma connaissance, on est quand même pas mal 1100 personnes au certificat de droit. Fait que ça demande beaucoup de coordination des efforts de la faculté d'éducation permanente. Je sais, là je suis juste en face de notre doyen. Je sais qu'il y a eu de l'effort à faire, vous avez ajouté des ressources là-dedans, mais je vais juste porter à l'attention de la faculté d'éducation permanente. Ce sont des gens déterminés, des gens qui sont motivés, c'est des gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas un programme spécialisé, il n'y a pas de collaboration, genre dans un résultat, quand on attend le résultat, on parle avec la fac de droit, ils disent que c'est la FEP, quand on parle à la FEP, ils disent non, c'est la fac de droit quand il s'agit d'un cours à la faculté de droit. Donc il y a des petites améliorations comme ça à porter, des petites attentions. C'est sûr que la personne aussi, quand elle vient ici, elle doit aussi mener son compas en connaissance de cause. Parce que si je suis venue ici, c'est parce que je vais faire des efforts aussi pour réussir. Moi, actuellement, j'ai terminé mes examens à l'école du barreau. J'ai réussi les 2 premiers examens. J'attends le résultat final pour vendredi. Que je croise les doigts là pour que ça aille bien. Et si j'ai réussi à faire ça, c'est entre autres grâce à la faculté d'éducation permanente. Là, je suis reconnaissante, bien évidemment. Mais j'estime qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter, surtout sur le volet financier. On est là-dedans dans le chantier en ce moment. Et comme je vous dis, pour moi, accessibilité et financement, c'est la même monnaie, pile ou face. Fait qu'on ne peut pas accéder sans avoir de l'argent, ni continuer d'y accéder si on n'a pas d'argent. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça, c'était juste comme cours. Là, je ne veux pas vous endormir parce que je sais, on vient de manger. On n'a pas eu notre café, là. Je ne suis pas très satisfaite. Parfait. Je vais... Yeah. Puis, bien évidemment, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre à ma connaissance, parce que je ne parle pas seulement de mon expérience, je parle aussi de l'expérience de mes collègues et à la faculté d'éducation permanente, parce que je le représente toujours, et à l'école du barreau. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Merci de nous avoir fait ton cheminement. Ton cheminement, c'est un pas. Quand on pense à tout le dossier de la reconnaissance des diplômes étrangers, c'est un pas, un petit pas, mais comme disait ma grand-mère, petit pas va loin des fois. Donc on va attendre peut-être qu'on aura des réactions du doyen de la faculté d'éducation permanente. En passant, on parle, vous avez soulevé la question toujours de l'aide financière. Effectivement, l'accessibilité sans avoir les moyens, c'est une accessibilité très limitée. Dans le cas de l'Association des étudiants de Trois-Rivières, ils ont aussi mis sur pied des bourses pour les étudiants à temps partiel hors campus. Et je sais aussi qu'à la Téléuniversité, ils ont également mis sur pied, je pense que c'est 50 000 $ dans une fondation pour venir offrir des bourses pour les étudiants plus défavorisés. Voilà, on a maintenant monsieur... Ah oui, il y avait
il y avait notre amie Patricia Julien de la ETLUC, qui est pour l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, on en entend parler de plus en plus, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui se développe d'une façon fulgurante, ou qui se développera dans les prochaines années d'une façon fulgurante. J'ai assisté à plusieurs colloques, et notamment l'ACDOLF a fait des colloques sur l'enseignement à distance. Il y avait, dans le cadre de l'ACFAS, une journée de la FQPPU où j'étais invité à aller parler de la question, et mon collègue et ami Sylvain de la FNEC également. Quand on regarde l'éducation, il est évident que pour l'instant, tout le secteur de l'éducation est exclu des ententes internationaux telles que l'ANEA et autres. L'enseignement à distance, c'est différent. Il n'y en a pas de frontières. Il n'y a aucune frontière. Alors, il n'y a rien qui empêche une université, exemple Harvard, de venir offrir des cours ici, sur le territoire, en enseignement totalement à distance. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc, à cet égard-là, qu'est-ce qui va devenir dans les années futures? Quand on regarde le développement des 15 dernières années au niveau de la technologie, où notre portable pesait à peu près peut-être 45-50 livres, et aujourd'hui, le portable est une petite tablette, ça c'est en 15 ans. Dans les 15 prochaines années, qu'est-ce que ce sera le développement de la technologie? Quel impact que ça aura sur l'enseignement à distance? C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu extrêmement majeur même. Et on peut déplorer que dans l'ensemble des travaux des pré-chantiers et du pré-sommet et du sommet, il n'y a pratiquement eu rien sur l'enseignement à distance. Or, c'est un phénomène majeur. La télé-université en fait beaucoup, mais de plus en plus, les autres universités en font. Et l'ampleur que ça va prendre va venir aussi, plus seulement des établissements, elle va venir des étudiants. Ceux qui sont venus au monde avec une souris dans les mains, quand ils vont arriver à l'université, ils vont peut-être se demander qu'est-ce qu'ils font dans une salle de cours. Hein? Parce qu'on n'apprendra plus de la même façon. L'information qui était il y a 30 ans entre les mains des professeurs et de ceux qui connaissaient est maintenant accessible à tous. On a l'information au bout de la souris. Donc ça va même amener un bouleversement et un changement chez les professeurs. Les professeurs ne pourront plus, ce ne sera plus la courroie de transmission de la connaissance, ça va devenir des accompagnateurs dans la recherche de la connaissance. Alors, il y a tout un phénomène extraordinaire qui va se produire, et pas rien qu'au Québec, dans le monde entier. Et je lisais un reportage avec Claude Garon, notre recherchiste, où Harvard et MIT viennent d'investir 60 millions de dollars juste pour trouver des mécanismes d'évaluation de l'enseignement à distance. Des mécanismes d'évaluation. 60 millions. Et tout le phénomène là, des BOC, des XBOC et des SBOC, ça, c'est aussi dans un contexte où on va attirer les citoyens, la population, venez, prenez mon cours. D'ailleurs, les établissements, c'est plus le X que le S. Mais venez, c'est gratuit, vous pouvez apprendre, c'est gratuit. Dans le cas des XBOC, ben, si vous voulez faire l'examen, ben, vous allez payer un petit montant. Et si vous réussissez l'examen, vous allez recevoir par email, comme on reçoit des cartes de crédit, déjà une admission préautorisée. Hein? C'est une nouvelle façon d'aller chercher des étudiants et des étudiantes. Donc, il y a un brassage qui va se faire d'ici les 5 prochaines années, inouï. Et au Québec, on sort d'un sommet où on n'en a même pas abordé la question. C'est assez... en tout cas, on peut s'interroger. Alors voilà pour l'enseignement à distance. Peut-être